Un garçon de 6 ans était assis près de la tombe de sa mère et murmurait « Elle est toujours en vie ». Tout le monde pensait que c'était juste le fantasme d'un orphelin en deuil jusqu'à ce qu'un millionnaire décide d'écouter et découvre une vérité qui laisse tout le monde sans voix. Le vent traversait le cimetière comme une vieille chanson basse, creuse, pleine de choses qui existaient autrefois. Les branches des arbres claquaient doucement au-dessus de nous, laissant tomber leurs feuilles fragiles sur le chemin. À l'extrémité du terrain, là où les tombes devenaient plus vieilles et plus solitaires, un petit garçon s'agenouillait à côté d'une pierre trop simple pour ce qu'elle signifiait. Kevin Dawson avait 6 ans. Sa veste était de taille trop grande et zippée jusqu'au menton, mais cela n'empêchait pas le vent de s'infiltrer. Ses jointures étaient roses à cause du froid, enroulées autour d'une poignée d'herbe humide qu'il avait cueillie sans s'en rendre compte. Il regarda la terre comme si elle l'avait trahi. « Elle n'est pas partie » murmura-t-il, la voix tremblante. « Elle est toujours là-bas. Je peux la sentir. » Il n'y avait personne pour répondre, seulement le bourdonnement de la circulation au loin et le grincement d'un portail en fer qui s'ouvrait. De loin, Ethan Langley n'avait eu l'intention que de passer, un bouquet à la main, un devoir dans le cœur. Il venait chaque année, le même jour, sur la même tombe, pour dire à haute voix des choses qu'il n'avait jamais dites de son vivant. Mais aujourd'hui, ses pas ont ralenti. Il y avait un garçon seul près d'une tombe fraîche, parlant au sol comme s'il écoutait. Ethan s'arrêta au pied de la pente. Il n'avait pas eu l'intention d'intervenir, mais quelque chose chez le garçon, son immobilité, sa voix, la façon dont il ne pleurait pas fort mais gardait tout cela dans sa poitrine comme un secret, l'arrêta. La tombe portait un nom qu'il ne connaissait pas, Claire Dawson. Pas de fleurs, pas de photos, juste une simple pierre et une date. À peine 2 semaines se sont écoulées. Il s'approcha. « Salut !» Kevin tressaillit mais ne courut pas. Il leva les yeux cerclés de rouge, ses lèvres bougèrent avant que le son ne retentisse. « Savez-vous comment savoir si quelqu'un respire encore sous terre ?» Le souffle d'Ethan se coupa. Il s'agenouilla à côté de lui, le vent tirant sur son manteau. « Non, dit-il doucement, mais ce n'est pas quelque chose qu'un petit garçon devrait se demander. » La voix de Kevin était feutrée, mais elle avait une acuité qui était plus âgée que lui. Ils ont menti sur la façon dont elle était morte. Ils ont dit qu'elle s'était endormie en conduisant, mais ma mère n'a jamais conduit lorsqu'elle était fatiguée. Jamais. Et ils ne m'ont pas laissé la voir, pas même une seule fois. Ethan regardait la tombe, la terre qui ne semblait pas bien s'être déposée. Qui sont-ils? Kevin hésita alors, comme s'il récitait de mémoire. Les gens de l'endroit où elle travaillait. L'homme aux dents brillantes et la femme qui parle comme si elle souriait toujours, même lorsqu'elle est méchante. Ethan le regarda. Tu te souviens de leur nom? Kevin hocha la tête. Monsieur Grayson et Madame Caldwell. Ethan cligna des yeux. Walter Grayson. Ce nom résonnait fort dans sa mémoire. Ethan avait déjà fait un don au centre de soins pour personnes âgées que Grayson dirigeait. Grande promesse, grande presse. C'était censé être un lieu de dignité. Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle est toujours en vie? Demanda Ethan. Kevin posa sa paume sur le sol. Parce que je rêve d'elle, et dans le rêve, elle n'est pas morte. Elle m'appelle. Pendant un instant, ni l'un ni l'autre ne parla. Le vent s'est calmé. Une feuille atterrit sur la pierre tombale, puis s'envola. Je rêvais aussi de ma mère, dit finalement Ethan. Elle est morte quand j'avais ton âge. Kevin se tourna vers lui, les yeux écarquillés. As-tu déjà eu l'impression que personne ne te croyait tout le temps? Ils restèrent assis là pendant une longue minute, 2 étrangers liés par le chagrin et un silence que personne d'autre ne pouvait supporter. Puis Kevin dit très doucement, si quelqu'un l'a mise ici juste pour la faire partir, est-ce que c'est comme un meurtre? Ethan regarda le garçon. Vraiment regardé. Et sur le visage de Kevin, il vit quelque chose de familier et obsédant. Pas seulement du chagrin, mais de l'injustice. Un enfant portant quelque chose qui appartenait aux adultes qui l'ont laissé tomber. C'est vrai, dit Ethan. Et si c'est ce qui s'est produit, quelqu'un devrait le savoir. La voix de Kevin était à peine audible. Alors déterre-la, s'il te plaît. Quelqu'un doit vérifier. Une rafale de vent s'est levée. Ethan se leva, ne sachant pas quoi dire, ne sachant pas pourquoi ses mains tremblaient. Il regarda à nouveau la tombe, puis le garçon, dont le monde entier avait été enterré trop tôt. Derrière eux, une femme âgée s'est approchée, Martha Jenkins, qui entretenait les fleurs du cimetière.
Elle portait un arrosoir et un regard qui disait qu'elle en avait trop vu pendant trop d'années. Elle fit un léger signe de tête à Ethan, puis regarda Kevin. Il vient ici tous les jours, a-t-elle déclaré. Il reste toujours silencieux et dit la même chose. Ma mère n'est pas bien morte. Ethan hocha lentement la tête, la gorge serrée. Il a peut-être raison. Et pour la première fois depuis très longtemps, quelque chose s'est brisé dans le cœur d'Ethan Langlais. Pas par chagrin, mais par reconnaissance. Le passé avait tendance à se répéter chez différents enfants, à différents jours, sur différentes tombes. Mais cette fois, il ne voulait pas s'en aller. Ethan Langlais n'a pas parlé de son passé. Ni dans les interviews, ni dans les discours de gala, ni même dans le silence élégant de son pantou surplombant la baie. Les gens pensaient que sa nature calme venait d'un lieu de raffinement. En vérité, c'est venu de mémoire. Certaines portes, lorsqu'elles sont fermées trop longtemps, s'ouvrent avec des fantômes. Il était millionnaire selon tous les critères publics, un fondateur technologique à succès, un investisseur stratégique et un philanthrope dont le nom était gravé dans le marbre dans plus d'un hôpital pour enfants. Mais la partie d'Ethan qui n'a jamais changé, celle qu'il a gardée cachée, était un garçon qui était autrefois assis sur un banc en métal à l'extérieur d'une famille d'accueil du comté, attendant une mère qui ne revenait jamais. Il avait plu ce jour-là aussi. Il n'avait pas eu l'intention de se rendre au cimetière pour autre chose que son devoir, un bouquet, une prière, un retour tranquille à la voiture. Mais quelque chose dans la voix du garçon, le désespoir en forme d'espoir, avait suivi Ethan chez lui et était resté assis avec lui pendant le dîner, à travers le son sourd de sa télévision, pendant la longue partie de la nuit où il ne pouvait pas dormir. Savez-vous comment savoir si quelqu'un respire encore sous terre? Cette question n'avait rien à voir avec un enfant. Et pourtant, Ethan s'en demandait chaque année une version depuis l'âge de 7 ans. Il se souvenait d'être assis dans cette famille d'accueil dans la campagne de l'Ohio, tenant à la main un dessin au crayon de sa mère vêtue d'une robe jaune, celle qu'elle portait la dernière fois qu'elle l'avait bordée. Il ne savait pas qu'elle était malade. Personne ne le lui a dit jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pas de funérailles, pas de tombe, juste un dossier de papier de sortie et un nouveau nom de famille d'ici la fin de la semaine. Certains enfants, a dit un jour froidement son premier assistant social, s'accrochent à l'idée que les gens leur doivent quelque chose. Il vaut mieux qu'ils apprennent tôt. Personne ne le fait. Il l'avait fait, puis il avait passé les 3 décennies suivantes à lui prouver qu'elle avait tort. Le lendemain matin, Ethan était assis à la fenêtre de son bureau, la lumière du soleil se reflétant sur le parquet. Il n'avait pas touché à son café. Son téléphone s'est allumé 2 fois avec des messages d'un membre du conseil d'administration et d'un mondain. Il a ignoré les 2. Au lieu de cela, il ouvrit son ordinateur portable et tapa 2 mots, Claire Dawson. Il ne s'attendait pas à grand-chose. Une nécrologie standard, peut-être un rapport médical, mais ce qui est ressorti n'était presque rien. Un bref article rédigé sous forme de modèle, une infirmière locale décède dans un accident. Son fils survit. Pas de photos, pas de détails sur le service, pas de GoFundMe, juste un nom enterré comme la femme elle-même. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise. Quelque chose n'allait pas. Cet après-midi-là, il se rendit en voiture à l'adresse que le garçon lui avait donnée. L'endroit ressemblait plus à une église reconvertie qu'à une installation gérée par l'État, peinture blanche écaillée, balançoire sans balançoire. Et à travers une étroite fenêtre du sous-sol, il vit Kevin assis par terre, les mains sur les genoux, les lèvres remuant silencieusement, priant peut-être ou attendant. Ethan avait fait la même chose à cet âge. À l'intérieur, la femme de la réception arborait un sourire fatigué et mâchait du chewing-gum avec indifférence. Quand Ethan a posé des questions sur Claire, le ton de la femme a soudainement changé, comme si on tirait un rideau. Elle était l'une des nôtres. Vraiment douce, vraiment tragique. Elle s'est endormie au volant ou quelque chose comme ça. Les enfants ne comprennent pas toujours bien, vous savez? Ils veulent que quelqu'un soit à blâmer. La connaissiez-vous personnellement? Demanda Ethan. Les yeux de la femme clignotèrent. Pas bien. Elle est restée seule. Mais bon, certaines personnes se cassent. Ethan la remercia et partit, mais les mots restaient gravés dans son esprit. Certaines personnes se cassent simplement. C'était le genre de choses que les gens disaient pour faire la paix avec le lait, pour aplanir les bords inconfortables de la culpabilité et de la complicité. Cela semblait raisonnable. Cela semblait pratiqué. Cela lui donnait la chair de poule. Ce soir-là, Ethan a appelé une amie, Tina Moral.
Elle s'était autrefois portée volontaire pour sa fondation et travaillait désormais à temps partiel comme infirmière en soins palliatifs. Lorsqu'il mentionna Claire Dawson, il y eut une pause. Elle travaillait au Rose Hill Center, n'est-ce pas, a demandé Tina. Oui. Elle n'était pas censée mourir. Ethan se figea. Que veux-tu dire? La voix de Tina se transforma en un murmure feutré. Elle m'a appelé la semaine précédente. Elle m'a dit que quelque chose n'allait pas. Que certains des vieux patients mouraient trop vite. Elle a dit qu'elle avait des noms, des documents, quelque chose qu'elle allait signaler. Puis elle a disparu. L'avez-vous dit à quelqu'un? À qui étais-je censé le dire? Walter Grayson dirige la moitié de cette ville. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Que Claire avait des problèmes de santé mentale. Qu'elle était instable. Mais ce n'était pas le cas. Elle était juste honnête. Ethan resta longtemps silencieux. Puis finalement, il a demandé, qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à tuer une femme comme elle? La réponse de Tina fut rapide. La vérité. C'est ce qui fait tuer les gens, Ethan. Le genre de vérité qui ne peut être ni achetée ni enterrée. Cette nuit-là, Ethan marchait le long du rivage. La marée était basse, le vent vif et chargé de sel. Il pensa à sa mère, dont le nom ne figurait même pas sur une pierre tombale. De Kevin, agenouillé dans la terre. De Claire Dawson, effacée sans un bruit. Il avait passé sa vie à créer des choses, des applications, des entreprises, des héritages. Mais maintenant, seul sous un ciel vide, Ethan réalisait quelque chose qu'il n'avait pas dit à haute voix depuis des décennies. Je ne suis jamais parti, murmura-t-il au vent. Pas vraiment. Le garçon dans la famille d'accueil, le garçon sur le banc, il vivait toujours quelque part en lui, attendant que quelqu'un dise la vérité. Ethan regarda la mer et resserra son manteau. Pour la première fois depuis des années, il savait exactement ce qu'il était censé faire. Le lendemain, Ethan se tenait devant l'orphelinat, le col de son manteau relevé contre le vent, regardant un groupe d'enfants passer la porte d'un pas traînant, accompagné d'un chaperon derrière eux. Le bâtiment lui-même avait l'air fatigué, la peinture s'écaillait autour des fenêtres, l'affaissement de la balustrade du porche, l'odeur fatiguée des pâtes bouillies et du liquide de nettoyage persistait même de l'extérieur. Kevin était parmi eux. Ethan reconnut la démarche, le cheminement lent et prudent que les enfants développent lorsqu'ils ont appris à ne pas espérer trop vite. Il attendit que le groupe passe, puis le suivit à distance. Le parc était calme, les feuilles commençaient à tourner. Quelques-uns sont déjà tombés, comme de vieux secrets sortis des arbres. La plupart des enfants se sont dirigés vers les balançoires ou les barres de singes. Mais Kevin ne l'a pas fait. Il se dirigea vers la lisière, s'assit sous un orme et commença à dessiner quelque chose dans la terre avec un bâton. Ethan s'approcha lentement, ne sachant pas quoi dire. Il y avait des règles concernant ces choses, des limites. Mais quelque chose en lui ou une voix longtemps enfouie lui disait que ce n'était pas un moment ordinaire. Ce fut un tournant, une fenêtre, et les fenêtres ne sont pas restées ouvertes éternellement. Et, dit-il doucement, en s'agenouillant à quelques mètres. Souviens-toi de moi. Kevin leva les yeux pendant une seconde. Son visage s'éclaira de reconnaissance, puis s'effaça, prudent. Je ne l'ai dit à personne, a déclaré Kevin, la voix calme. Comme tu l'as demandé. Ethan sourit faiblement. Tu n'étais pas obligé. Je suis revenu parce que je le voulais. Kevin tourna à nouveau son regard vers la terre. La plupart des gens ne reviennent pas. Les mots restaient là, logiciel, terre à terre, trop vieux pour la bouche d'un enfant. Ethan laissa le silence s'étirer avant de répondre. Je pensais la même chose. Quand j'avais ton âge, j'attendais quelqu'un qui ne venait jamais. Kevin lui jeta un coup d'œil, les sourcils froncés. Ta mère? Ethan hocha la tête. Elle est tombée malade. Personne ne me l'a dit avant son départ. Pas d'au revoir. Juste parti. Et puis tout le monde s'attendait à ce que je sois d'accord avec ça, mais ce n'était pas le cas. Kevin cligna lentement des yeux, comme si cette pensée était trop grosse pour sa poitrine. Ils ont dit que ma mère avait percuté un arbre, a-t-il déclaré. Mais elle ne ferait pas ça, répondit doucement Ethan. Elle était prudente. Elle n'aimait même pas conduire la nuit. Est-ce qu'ils t'ont laissé la voir? Demanda doucement Ethan. Kevin secoua la tête. Ils ont dit que c'était mieux ainsi. Ethan expira par le nez. Pour qui? Kevin ne répondit pas,
mais ses doigts se resserrèrent autour du bâton qu'il tenait à la main. Elle me chantait, dit le garçon, la voix se transformant en un murmure. Avant de se coucher. Elle avait une cicatrice au poignet en forme de croissant de lune. Je la traçais avec mon doigt jusqu'à ce que je m'endorme. Ethan déglutit difficilement. Parfois, les gens oublient que la vraie vie comporte ce genre de détails. Comme quoi? A demandé Kevin. Comme des chansons avant de se coucher. Des cicatrices en forme de lune. La façon dont quelqu'un coupe toujours la croûte de ton pain grillé. Des choses réelles, pas seulement ce qu'ils écrivent dans des rapports. Kevin le regarda longuement. Puis, tu penses qu'elle est toujours là-bas? La question était si simple que ça faisait mal. Ethan hésita. Je pense que quelque chose ne va pas. Et quand quelque chose ne va pas, tu ne t'en vas pas. Tu poses des questions. Il n'aime pas les questions. Ethan hocha la tête. Il ne le faisait pas non plus quand j'étais petite. Mais leur demander quand même est parfois la chose la plus courageuse que nous puissions faire. Kevin regarda à nouveau la terre. J'ai un dessin. Tu veux voir? Il fouilla dans son manteau et en sortit un morceau de papier froissé. Il y avait là un dessin enfantin, tremblant mais Ethan distinguait un visage de femme aux cheveux longs, un collier avec un petit cercle et un garçon à côté d'elle avec des étoiles dans les yeux. C'était la nuit précédente, a déclaré Kevin. Elle m'a abordé et m'a dit qu'elle me verrait après le travail. C'était la dernière fois. La voix d'Ethan était épaisse quand il parlait. Elle ressemble à quelqu'un à qui on n'a pas pu dire au revoir. Kevin hocha la tête une fois. C'est le pire. Ils restèrent assis tranquillement pendant un moment, le vent soulevant les feuilles autour de leurs pieds. Puis une voix appela de l'autre côté du parc. Kevin, allons-y. C'était le chaperon, fatigué, impatient. Kevin se leva à contre-cœur, remettant le dessin dans son manteau. Je dois y aller, dit-il. Mais merci d'être revenu. Ethan se leva aussi. Il fouilla dans sa poche, en sortit un petit bloc-notes et un stylo, écrivit quelque chose et arracha la feuille. Mon numéro, si jamais tu as besoin de parler, ou si tu te souviens de quelque chose. N'importe quoi. Kevin prit le papier à deux mains comme s'il était fragile. Alors que le garçon se tournait pour partir, il s'arrêta et regarda en arrière. Monsieur Langlais. Oui. Tu es la première personne à avoir l'air de me croire. Ethan ne parlait pas. Il n'acquiesça qu'une seule fois, avec assurance et fermeté. Lorsque Kevin fut hors de vue, Ethan se dirigea lentement vers un banc voisin. Il s'assit, les coudes sur les genoux, et regarda le ciel au-dessus des arbres. Les nuages s'écartaient maintenant, laissant passer de petites fissures de lumière. Dans une autre vie, quelqu'un aurait pu dire à Kevin d'oublier, de passer à autre chose. Mais Ethan savait mieux. L'oubli n'a pas guéri. Cela n'a fait qu'enterrer la douleur plus profondément. Il fallait le nommer, y faire face, parfois même le déterrer. Et alors que le soleil se répandait à travers les branches, Ethan fit une promesse discrète au garçon, à la femme à la cicatrice en forme de croissant de lune et à la partie de lui-même qui n'avait jamais vraiment cessé d'attendre. Cette fois, quelqu'un reviendrait avant qu'elle ne devienne un murmure dans la terre. Claire Dawson était une flamme tranquille, stable, vigilante, trop modeste pour se qualifier de courageuse. Elle travaillait de nuit au Rose Hill Elder Care Centre, nichée derrière une colline clôturée blanche à la périphérie de la ville. Le personnel la qualifiait de fiable. Les patients l'appelaient Sunrise, même si elle arrivait longtemps après le crépuscule. Elle avait des mains gentilles, connaissait le nom de chaque enfant atteint du sida et apportait des muffins à la cannelle le vendredi parce qu'un des anciens combattants ne pouvait pas dormir sans cette odeur. Elle ne s'est pas plainte. Elle ne bavardait pas, et c'était peut-être pour cela que son absence était si facilement réécrite. Les lumières du couloir clignotaient toujours près de la pièce 12B, et Claire avait plaisanté un jour, à voix basse, en disant que c'était le battement de cœur du bâtiment. Mais elle ne souriait pas la nuit où elle a ouvert le dossier de Madame Tomlin et a vu son nom marqué DNR sans aucune autorisation familiale. Claire était avec elle ce matin-là. Madame Tomlin avait mangé 3 fraises et lui avait parlé du bateau de pêche de son défunt mari. Elle n'était pas en train de mourir. Elle avait des projets et voulait observer les feuilles d'automne une fois de plus, mais le soir, elle était partie. Les dossiers indiquaient qu'elle avait aspiré pendant son sommeil. Claire resta près du lit vide plus longtemps que nécessaire, fixant les draps rentrés comme s'il pouvait lui dire la vérité. Plus tard dans la nuit, elle a parlé avec Tina Moral dans la salle de repos.
Leur voix était étouffée sous le bourdonnement de la lumière du distributeur automatique. Je te le dis, dit Claire, ses doigts tremblants autour d'une tasse en polystyrène. Elle n'était pas prête. Quelque chose ne va pas ici, répondit Tina. J'ai vu 3 patients en une semaine passer de l'état stable à la mort, tous marqués DNR, le tout sans appel à la famille. Pas d'examen, pas d'autopsie. Les yeux de Tina s'écarquillèrent. Claire, fais attention. Claire leva les yeux. Sa voix n'était pas en colère, juste fatiguée et triste. Faire attention n'a pas aidé Madame Tomlin. Tina se pencha. Qu'est-ce que tu vas faire? Claire sortit de son sac un carnet de composition usé. Page de notes manuscrites, de date et d'initiales. Je suis en train de suivre. Je ne sais pas encore ce qui se passe, mais je le ferai. On frappa à la porte de la salle de repos. Un homme de grande taille au sourire poli entra sans attendre de réponse. Walter Grayson. Son costume sur mesure était couleur de fumée, son haleine légèrement empreinte de menthe et d'autorité. « Mesdames, dit-il doucement, vous brûlez l'huile de minuit. » Claire se raidit. Tina sourit faiblement. « Je viens juste de terminer les rapports. » Walter jeta un coup d'œil au cahier sur les genoux de Claire, ses yeux se plissant pendant une demi-seconde avant de revenir à son charme. « Vous savez, dit-il en se dirigeant vers le comptoir pour se servir du café, j'ai toujours admiré le dévouement. C'est rare de nos jours, mais la loyauté, c'est plus rare. » Il se tourna et regarda directement Claire. « Il y a quelque chose de délicat dans notre travail ici. Les gens ne viennent pas à Rose Hill pour vivre éternellement. Ils viennent pour s'en sortir doucement et tranquillement. Parfois, nous devons aider ce processus avec compassion et discrétion. Tu comprends ça, n'est-ce pas, Claire? » La mâchoire de Claire se serra. « Je comprends que les soins doivent être honnêtes. » Walter sirota une gorgée, souriant sans chaleur. L'honnêteté est subjective. Le confort, cependant, est un bien universel. Assurons-nous de nous rappeler ce qui compte. Il quitta la pièce, laissant derrière lui un silence chargé de non-dits. Claire se leva et remit son cahier dans son sac. « Je vais en faire une copie, murmura-t-elle. S'il m'arrive quelque chose, je veux que quelqu'un le sache. » Tina hésita. « Tu penses qu'il le ferait? » Claire ne répondit pas. Ce week-end-là, Claire et Kevin ont passé tout le samedi à préparer du pain aux bananes. Ils se tenaient sur un escabeau, déposant des pépites de chocolat dans le bol comme de minuscules vœux. « Maman, dit-il soudainement. Pourquoi n'as-tu pas plus d'amis? » Claire rit. « C'est une drôle de question. Je demande juste. » Elle essuya la farine de sa joue. « Certaines personnes préfèrent le calme. Mais je t'ai, et c'est déjà tout un monde. » Il fit une pause. « Tu n'es pas triste, n'est-ce pas? » Elle le regardait, vraiment. Quelque chose dans son expression vacilla. « Non, bébé. Je suis juste fatigué parfois. Adulte fatigué. Mais je suis heureux quand je suis avec toi. » Kevin appuya sa tête contre son épaule. « Je serai avec toi pour toujours. » Et Claire, qui avait noté le nom d'un journaliste dans un carnet qu'elle gardait désormais dans son sac à main, ferma les yeux un instant plus longtemps que d'habitude. Lundi est arrivé. Il a plu. Claire n'est pas allée au travail en voiture ce soir-là. Elle a marché. Ses clés de voiture étaient toujours dans la poche de son manteau lorsqu'ils l'ont retrouvée. Le lendemain matin, le personnel a appris qu'il y avait eu un tragique accident. « Je me suis endormi au volant », a déclaré solennellement Walter lors du briefing du matin. Ces choses arrivent. Ne nous attardons pas. Tina était assise, figée sur sa chaise. Il n'y avait pas de mémorial, pas de photos sur le tableau d'affichage, pas de fleurs dans le couloir, juste un avis sur le calendrier du personnel indiquant que ses quarts de travail avaient été réaffectés. Et lorsque Kevin a demandé à la voir, l'orphelinat a été informé qu'elle n'avait pas de plus proches parents. Les semaines passèrent. Tina a tenté de récupérer les affaires de Claire, mais le personnel a affirmé qu'il ne restait plus rien. Pas de sac, pas de carnet, pas d'effets personnels. Ils ont dû être récupérés par le coroner, a déclaré une employée en mâchant son chewing-gum. Où le compter, qui sait? Tina est rentrée chez elle ce soir-là et a pleuré dans sa cuisine. Quelque part au fond de son esprit, la voix de Claire résonnait, « Si quelque chose m'arrive, je veux que quelqu'un le sache. » Elle se servit du thé, s'assit et commença à écrire tout ce dont elle se souvenait.
Ce cahier restait maintenant dans le tiroir de sa commode, intact pendant des semaines, jusqu'à la nuit où le téléphone sonna. « Salut, Tina. C'est Ethan l'anglais. Nous nous sommes rencontrés il y a des années. » Il y avait quelque chose dans sa voix, mesuré et lourd. « Je dois te poser des questions à propos de Claire Dawson. » Les mains de Tina tremblaient. « Elle a été assassinée, dit-elle doucement. Personne ne le dira, mais c'est ce qui s'est passé. Et je pense que tu le sais déjà. » Il y eut une pause. « J'ai besoin de ce cahier, dit Ethan. » Une autre pause, puis un seul mot, oui. Tout le monde à Rose-Hill ne le savait pas, mais certains le savaient. Et certains, peut-être les pires d'entre eux, ont failli y parvenir. Il y avait Pamela Reed, qui vivait à côté de Claire et apportait parfois de la soupe en conserve lorsque Kevin était malade. Elle travaillait de nuit à la poste et gardait ses rideaux fermés et ses paroles encore plus. La nuit où Claire a disparu, Pamela a entendu des cris au pas fort, mais contrôlés, précis, comme un avertissement prononcé entre les dents serrées. Elle regarda par le Judas mais n'ouvrit jamais la porte. Plus tard, quand quelqu'un lui a demandé si elle avait vu quelque chose d'étrange ce soir-là, Pamela a simplement haussé les épaules. Ça ne semblait pas être chez moi. C'est comme ça que ça s'est passé. Pièce après pièce, cœur après cœur. Tout le monde avait une raison de ne pas parler. Eric Tully, le gardien de nuit à Rose-Hill, était ambulancier. Il buvait trop maintenant et avait un conflit de retraite avec la ville qui le rendait amer. Il se souvenait de Claire, il l'aimait bien. Elle était gentille. Mais il se souvenait aussi d'un chèque, volumineux et d'apparence officielle, qui lui était parvenu le lendemain de sa disparition. Il s'agissait d'une transition vers une retraite anticipée. Il l'a encaissé, et chaque matin après cela, il s'est rasé en refusant de croiser ses propres yeux dans le miroir. Mais tout le monde n'était pas tombé dans le silence. C'est l'agent James Rowe qui a ouvert la porte, ne serait-ce que légèrement. Il était nouveau dans le département, âgé de 30 ans, honnête ou peut-être trop honnête. Il appelait toujours sa mère tous les dimanches. Il croyait toujours obstinément que certaines limites ne devaient pas être franchies. Quand Ethan l'anglais s'est présenté au commissariat pour demander accès à un ancien certificat de décès, James ne s'est pas moqué de lui. Il a écouté. Il a lu. Puis il fronça les sourcils. Cause du décès, accident de la route, pas de témoin, pas de photo, pas de rapport du médecin légiste. Il tapota 2 fois le dossier, puis se laissa tomber en arrière sur sa chaise. Cela a été adopté. Ethan était assis en face de lui, silencieux, illisible. « Je n'ai pas l'autorisation de rouvrir cela », a déclaré James. « Pas officiellement, mais je peux vous dire qui a signé. » Il tendit à Ethan un bout de papier. Carl Newman, médecin légiste du comté. Ethan hocha la tête, mettant le nom dans son portefeuille. James hésita. « Je ne peux pas te promettre justice, mais je peux t'aider à chercher. » Ils ont commencé par le fleuriste. Martha Jenkins vendait des fleurs à l'extérieur de Rose-Hill depuis 20 ans. Son stand était petit, en bois, avec de la peinture décolorée et un léger parfum de lavande mélangé à de la terre. Elle vivait seule désormais, dans une maison remplie de vieilles photographies, et sans aucune voix avec laquelle discuter. Quand Ethan la trouva, elle était en train de couper les tiges d'hyères roses. Ses doigts bougeaient lentement, comme quelqu'un qui avait appris depuis longtemps à faire attention aux objets fragiles. « Je me souviens de Claire, dit-elle. Elle achetait des lys blancs pour ses patients, les payait de sa propre poche. Elle me disait que les fleurs étaient comme des berceuses pour les mourants. » Ethan hocha la tête. « Tu te souviens de la nuit où elle a disparu ?» Les mains de Martha s'immobilisèrent. Puis, lentement, elle reprit les ciseaux. Elle est arrivée en retard, a acheté un bouquet, a dit qu'elle allait voir quelqu'un qui était resté trop longtemps seul. OMS ? Elle ne l'a pas dit, mais ses yeux étaient différents, comme si elle avait déjà dit au revoir à quelque chose. Il y eut une pause. Puis elle a ajouté, ils ont trouvé le bouquet dans une benne à ordures le lendemain matin, intact. Cette nuit-là, de retour chez Ethan, il exposa toutes les pièces qu'ils avaient rassemblées, le carnet de Claire, la déclaration de Tina, les irrégularités dans l'acte de décès, le chèque reçu par Tully, que Tina avait photographié en secret, et maintenant la mémoire de Martha. Pourtant, il manquait quelque chose. La charnière, le moment où le silence s'est transformé en complicité. Cela est venu, comme beaucoup de choses, grâce à quelqu'un d'inattendu. Maria Grayson n'avait pas l'habitude d'ouvrir le courrier,
mais Walter avait été négligent ce matin-là et l'enveloppe ordinaire et non marquée était tombée de sa mallette. Elle ne l'a presque pas lu, mais le nom, Claire Dawson, était écrit au stylo à billes en haut du mémo interne, et quelque chose dans ce nom la tirait comme un accroc dans un tissu. Le mémo était bref. Statut DNR traité. Aucun contact familial nécessaire. Action finale autorisée. C'était daté de 2 jours avant la mort de Claire. Maria était mariée à Walter depuis 22 ans. Elle l'avait rencontré à la faculté de droit. Elle savait comment il souriait quand il mentait, savait comment sa voix devenait plus calme, plus froide quand il nettoyait quelque chose. Elle se souvenait aussi de Claire. L'infirmière aux yeux timides et aux mains sûres, celle qui apportait des couvertures supplémentaires à sa mère lorsqu'elle était mourante à Rose Hill. Cette nuit-là, Maria n'a pas dormi. Elle s'assit sur le bord du lit d'invité et regarda le document jusqu'à ce que le lever du soleil le devienne doré. Elle n'a pas dit à Walter qu'elle le savait. Pas encore. Au lieu de cela, elle a appelé Tina Morale. « J'ai besoin de rencontrer quelqu'un, dit-elle. Quelqu'un qui croit que Claire n'a pas simplement disparu. » Ethan a rencontré Maria 2 jours plus tard dans l'arrière-cabine d'un café qui sentait la cannelle et la trahison silencieuse. Elle était calme, mais sa voix trembla une fois. « Je ne voulais pas croire qu'il en était capable, a-t-elle déclaré. Mais je pense qu'il l'a toujours été. Je ne voulais juste pas le voir. » Elle a remis le mémo. Ses yeux étaient vitreux mais secs. « Je ne peux pas défaire ce qui a été fait. Mais si cela aide ce petit garçon à connaître la vérité, alors prends-la. » Elle se leva pour partir, puis revint. « Savez-vous ce que Claire a dit à ma mère le dernier jour de sa vie ?» Ethan secoua la tête. Elle a dit, « Tu n'as plus à avoir peur. Je vais rester. » C'est le genre de personne qu'elle était, même lorsqu'elle savait qu'elle était entourée de loups. Ce soir-là, Ethan s'est de nouveau assis avec Kevin dans le parc. Le garçon avait dessiné des étoiles sur ses mains avec un stylo bleu. Il a dit que cela l'aidait à se sentir proche d'elle. « Je pense qu'elle est fière de toi, » a déclaré Ethan. Kevin leva les yeux. « Pourquoi ? » « Parce que tu as dit la vérité. Et la vérité est forte, même lorsqu'elle est murmurée. » Kevin pencha la tête. « Est-ce qu'on gagne ?» Ethan sourit faiblement. « Nous commençons à être entendus. » La salle de bal sentait légèrement l'argent et les roses disposés dans de grands vases en verre qui bordaient le centre de chaque table recouverte de lin. Des guirlandes de lumière scintillaient au-dessus des invités comme un mensonge raffiné. Il s'agissait d'un gala de charité pour les soins aux personnes âgées organisé par la Fondation Rose Hill. Walter Grayson était le conférencier principal. Ethan l'anglais ne voulait pas être là. Son costume sur mesure lui allait comme une armure. Son sourire, quand il se présentait, était fragile. Il se promenait parmi les donateurs et les membres du conseil d'administration avec plus que de la paperasse dans la poche de son manteau. Il portait désormais la vérité de Claire, et elle se pressait comme une chaleur contre sa peau. Walter se tenait près de la scène, du vin à la main, la voix chaleureuse alors qu'il se penchait pour charmer la femme d'un juge local. Il rit doucement et s'entraîna, comme s'il n'avait jamais entendu le nom de Claire Dawson de sa vie. Ethan s'approcha lentement. Il ne l'a pas interrompu. Il attendit que Walter se retourne et le voie. Il y eut un scintillement en reconnaissance, contrariété, calcul puis le masque revint. « Monsieur l'anglais, » dit Walter en lui tendant la main. « Je ne m'attendais pas à te voir ce soir. » Ethan le secoua brièvement. « Moi non plus. » Walter désigna une table près du devant. « Rejoignez-moi. Je crois que nous avons plus en commun que vous ne le pensez. » Ethan le suivit, le bourdonnement des violons s'élevant derrière eux. Une fois assis, Walter se pencha. « Vous êtes un homme qui comprend l'effet de levier, » a-t-il déclaré. Vous avez construit des empires à partir de rien. Vous savez ce qu'il faut pour s'élever. Ce n'est pas la pureté. C'est le pragmatisme. Ethan ne cligna pas des yeux. Est-ce ce qui est arrivé à Claire? Pragmatisme. Walter sourit légèrement. Des tragédies arrivent. Les gens se surmènent, négligeant leurs limites. Elle était instable vers la fin. Erratique. Vous avez vu les dossiers. J'ai vu de faux certificats de décès et un DNR qui ont été traités sans le consentement de la famille 2 jours avant son décès. Walter fit tournoyer son vin. Tellement dramatique. Vous avez parlé aux mauvaises personnes. J'ai parlé aux gens qui ont été réduits au silence, a déclaré Ethan,
la voix basse. Tina, Maria, même un fleuriste se souvient de plus de choses que tu ne le souhaites. Walter rit. La mémoire est une chose fragile. Les gens voient ce dont ils ont besoin. Non, répondit Ethan. Les gens voient ce qu'on leur dit de ne pas faire, mais ils se souviennent quand on leur a demandé d'oublier. Il y eut une pause. La table entre eux semblait rétrécir. Les yeux de Walter se durcirent. Tu ne veux pas faire de moi un ennemi. Ethan croisa les mains. Vous en avez déjà fait un lorsque vous avez enterré une mère avant que son enfant puisse lui dire au revoir. Walter se pencha en arrière et l'étudia. Vous voulez être un héros? Très bien. Mais comprenez ce qui se passera ensuite. Si vous continuez, vous brûlerez plus que mon nom. Vous entraînerez la fondation entière vers le bas, des centaines d'emplois, des vies, les programmes même que vous financiez autrefois. Je ne suis pas ici pour sauver une institution, dit doucement Ethan. Je suis ici pour un petit garçon qui pense que sa mère l'appelle encore sous terre. Walter se moqua. Épargnez-moi la poésie. Ethan se leva. Tu ne le mérites pas. Il se tourna pour partir mais fit une pause. Une dernière chose, dit-il sans se retourner. Je n'ai pas besoin de te détruire. La vérité le fera d'elle-même. Les jointures de Walter blanchirent sur le pied de son verre. Dehors, l'air nocturne était frais, agrémenté de pin et d'une lointaine odeur de bois de chauffage. Ethan expira, la tension reculant lentement de ses épaules comme une marée. Il parcourut le périmètre de la salle des événements et s'arrêta près de l'arrière, là où les bennes à ordures étaient assises silencieusement et ignorées. Il ne savait pas vraiment pourquoi, mais quelque chose dans tout cela, le rebut, l'invisible, lui semblait approprié. C'est alors qu'il l'a vue. Marie. Elle se tenait seule, enveloppée dans un châle, l'expression indéchiffrable. Il sait, dit-elle doucement. Ethan hocha la tête. Il s'en fiche. Je sais, hésita-t-elle, puis ajouta. Mais il a tort. Elle se tourna vers lui, sa voix se brisant légèrement. Vous aviez raison à propos de Claire. Elle était le genre de femme qui mettait les gens mal à l'aise parce qu'elle disait la vérité avec trop de douceur pour qu'ils y voient une force. Ethan baissa les yeux. J'aurais aimé la rencontrer de son vivant. Maria s'approcha. Elle t'aurait aimé. Tu écoutes avec tes yeux. Ils restèrent silencieux, le vent passant comme un fantôme. Puis Maria a sorti quelque chose de son sac à main. Une clé USB. Il ne sait pas que je l'ai copiée, murmura-t-elle. Ethan la prit à deux mains. J'ai peur, a-t-elle ajouté. Il hocha la tête. Moi aussi. Mais peut-être qu'il ne s'agit pas d'être intrépide. Peut-être qu'il s'agit simplement de le faire avec peur. Maria sourit faiblement. Il a toujours dit que la peur était une faiblesse. Je pense qu'il a oublié. C'est là que commence notre force. Plus tard dans la nuit, Ethan était assis sur le parking de l'orphelinat, regardant la fenêtre où la veilleuse de Kevin brillait d'un bleu pâle. Il n'est pas entré. Au lieu de cela, il a laissé un petit sac en papier sur les marches. À l'intérieur, un nouveau carnet de croquis, un paquet de crayons de couleur et un mot, pour tes dessins, pour tes étoiles, pour les choses qu'ils ont essayé d'enterrer. Mais tu t'en souviens quand même. Lorsque Kevin l'a trouvé le lendemain matin, il n'a pas souri. Il le tenait comme quelqu'un tient quelque chose qu'il n'était jamais sûr de recevoir. Pas comme un cadeau, mais comme une vérité revenue. À l'intérieur de la couverture du carnet de croquis se trouvait une seule phrase écrite de la main d'Ethan. La vérité est plus forte quand quelqu'un ose la dire avec vous. Le terrain avait toujours bien gardé ses secrets. Ce matin-là, le cimetière était plus calme que d'habitude, trop calme pour le printemps. Même les oiseaux ne bougèrent pas tandis que la camionnette franchissait les portes, sans marquage, mais déterminée. L'air était lourd d'une sorte d'anticipation qui sentait légèrement l'herbe mouillée et quelque chose de pluvieux, de creux. Ethan se tenait à côté de l'officier James Rowe, un presse-papier à la main, les bottes fermement enfoncées dans le sol, à quelques mètres de la tombe. La tombe de Claire, le même endroit où un petit garçon avait autrefois chuchoté à la terre, elle est toujours là-bas. Aujourd'hui, ils écouteraient. Cela avait pris des semaines, des permis, des financements privés et un juge discret qui devait une faveur à Maria Grayson. Même alors, tout s'était fait à voix basse. Pas de presse, pas de foule, juste 5 personnes qui ont compris ce que signifiait déranger les morts pour donner la paix aux vivants. L'équipe médico-légale était dirigée par le docteur Helena Bishop,
une femme d'une soixantaine d'années qui portait ses cheveux gris attachés en tresse dans son dos et parlait comme quelqu'un qui avait passé sa vie à regarder les autres mentir. Elle inspecta la tombe, puis regarda Ethan. « Je vais la traiter avec douceur. »« Merci, » dit Ethan, sa voix étant entendue. Le creusement commença lentement, la première couche de terre se détachant en pelle douce et prudente. Ethan ne pouvait pas se résoudre à regarder directement. Au lieu de cela, il regardait le vent se déplacer à travers les arbres et écoutait le doux rythme de la pelle. Kevin n'était pas là. Ethan lui avait demandé la veille s'il voulait venir. Kevin avait secoué la tête. « Je sais déjà qu'elle est là. Je n'ai pas besoin de les voir le prouver. » Alors Ethan se tenait à sa place. À mi-chemin du processus, le docteur Bishop s'est agenouillé près de la tombe et a passé doucement sa main le long du bord de la doublure intérieure du cercueil. Elle fronça les sourcils. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Ro. Elle ne répondit pas d'abord, puis doucement. « Il y a une fracture dans la fibre de verre. Horizontale, pas due à l'âge. » Ethan s'approcha. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Elle leva les yeux. Cela signifie quelque chose poussé vers l'extérieur depuis l'intérieur. Un silence tomba comme de la poussière. Le docteur Bishop a soigneusement écarté les débris du couvercle. Plus de détails sont apparus. Marques de grattage le long de la doublure intérieure. 2 ongles cassés incrustés dans le scellant. Ethan sentit son estomac se retourner. Le docteur Bishop expira, sa voix étant un murmure. Elle ne dormait pas quand ils l'ont mise ici. James avait l'air pâle. La cause du décès figurant sur le certificat était un traumatisme dû à un accident de voiture, a déclaré Ro. Le docteur Bishop secoua la tête. Il n'y a aucune preuve d'un traumatisme contondant. Pas de fracture. Juste des signes d'hypoxie et de panique. Ethan regarda le cercueil. Elle s'est réveillée, murmura-t-il. Bishop fit un léger signe de tête. Et personne n'a entendu, a ajouté Ethan. Plus calme maintenant. Personne n'écoutait. Il recula, puis tomba à genoux au bord de la tombe. Pendant un long moment, il ne dit rien. Ses yeux restèrent ouverts, mais son expression changea, quelque chose s'effondra en lui, mais ne se brisa pas. Finalement, murmura-t-il. Pas aux autres, pas aux médecins, pas même à lui-même, mais à Claire. Je suis désolé que ça ait pris autant de temps. Le rapport a été rédigé ce soir-là. James retapait chaque mot avec la patience de quelqu'un qui met de l'ordre dans les os. Le docteur Bishop l'a confirmé. La cause du décès ne peut pas être un accident de voiture. Claire Dawson avait été placée vivante dans le cercueil. Les égratignures, les bleus sur ses poignets, les fragments de colle sous ses ongles, tout cela racontait l'histoire que le dossier avait tenté de faire taire. Maria a lu le rapport dans sa cuisine, la lumière du plafond bourdonnant faiblement. Elle se versa un verre d'eau et pleura sans bruit. Ses larmes n'étaient pas théâtrales. Ils étaient fatigués, longtemps retenus. Le genre de pleurs qui surviennent lorsque vous savez que vous avez aidé quelque chose de terrible à durer plus longtemps que prévu. Lorsqu'elle eut terminé, elle plia le rapport, le cacheta dans une enveloppe et l'adressa au procureur. Attention, décès non résolu, division. Elle a fait une pause avant de le sceller, puis, avec un script soigné, a ajouté, pour Kevin Dawson, parce que les morts méritent la dignité de la vérité. Cette nuit-là, Ethan s'est rendu à l'orphelinat. Kevin était assis sur les marches, un carnet à croquis à la main, dessinant un arbre dont les racines descendaient dans un espace souterrain en forme de cœur. Ethan était assis à côté de lui sans parler. « Je ne rêve plus d'elle, » dit Kevin au bout d'un moment. « Est-ce une bonne chose ?» Kevin regarda le ciel. « C'est une chose triste, mais aussi plus calme. Ça ne fait pas mal de la même manière. » Ethan regarda le crayon du garçon parcourir la page. « Nous avons trouvé quelque chose aujourd'hui. » Kevin n'a pas arrêté de dessiner. « Je sais. » Ethan lui jeta un coup d'œil. « Elle s'est battue, » a déclaré Kevin. « Je savais qu'elle le ferait. C'est pourquoi je continuais à venir dans la tombe. Non pas parce qu'elle était encore en vie, mais parce qu'elle n'avait pas abandonné. » Ils restèrent assis en silence, côte à côte. Ethan fouilla dans son manteau et tendit à Kevin un morceau de papier plié. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Kevin. « Son rapport. La vérité. La partie qu'ils ont essayé d'enterrer. » Kevin le déplia lentement, ses yeux parcourant la page.
Ses lèvres remuèrent légèrement pendant qu'il lisait, puis s'arrêtèrent. Au bout d'un moment, il dit « Puis-je le garder ?»« C'est à toi. » Kevin le plia soigneusement et le glissa derrière son dessin. Elle n'a rien laissé derrière elle. Pas de truc, pas de maison, pas même une voix. Il fit une pause. Mais ça, c'est comme une voix. Ethan sourit. Une petite chose douce. Elle tâte, dit-il. Kevin le regarda, ses yeux trop vieux pour son âge. Pensez-vous qu'elle savait que je reviendrais? Je pense qu'elle espérait que quelqu'un le ferait. Kevin s'appuya alors contre le côté d'Ethan, et l'homme passa son bras autour de l'épaule du garçon. Non pas comme un geste, mais comme une promesse. Pas de presse, pas de tribunal, pas de discours de victoire. Juste de la présence. Et pour la première fois, Ethan n'avait pas l'impression d'être quelqu'un venu sauver un enfant. Il se sentait comme un fils répondant à l'appel d'une mère qui n'avait jamais cessé de se battre, même en silence. Le matin où la vérité a éclaté, le ciel était clair. Il n'y avait pas de tonnerre, pas de musique à fond, juste la lumière du soleil, celle qui se répand doucement, sans vergogne, touchant même les coins les plus froids de la ville. C'est comme ça que ça s'est passé. Pas dans un cri, dans un murmure qu'on ne pouvait plus ignorer. Ethan se tenait sur la place de la ville aux côtés de l'officier James Rowe, tenant le dossier à la main comme une confession fragile. Derrière lui, Maria Grayson ajustait le col de son manteau, le menton relevé juste assez pour ne pas trembler. Le docteur Bishop était là aussi, debout, avec un air de défi silencieux. Et à côté des marches, sur le côté, là où les caméras ne parvenaient pas à le capturer, Kevin tenait la main d'Ethan, ses petits doigts agrippés avec une détermination tranquille. Walter Grayson était déjà sur le podium, la voix polie, les gestes répétés. Une banderole de campagne flottait derrière lui. Intégrité dans le leadership, peut-on lire. Il était au milieu d'une phrase, quelque chose sur le rétablissement de la confiance, quand Ethan s'avança. « Je suis désolé de vous interrompre, » dit Ethan, pas fort, mais le microphone l'attrapa quand même. Les yeux de Walter se plissèrent et pendant un instant, juste un instant, il ressembla à un homme regardant la marée tourner et réalisant que sa maison était construite sur du sable. « Monsieur l'Anglais, dit-il, les bords de son sourire se brisant. Ce n'est pas le moment. »« C'est vrai, » dit Ethan. « C'est exactement le moment. » Il se tourna vers la foule rassemblée. Ce n'était pas grand, peut-être 70 personnes. La plupart étaient venus chercher du café gratuit et quelques macarons de campagne, mais maintenant ils se taisaient et se penchaient vers eux. « Je n'avais pas l'intention de parler, » a poursuivi Ethan. « Mais il faut que quelqu'un le fasse. » Il a brandi le dossier. Il y a 2 mois, un garçon de 6 ans se rendait chaque semaine sur la tombe de sa mère et disait à qui voulait l'entendre qu'elle n'avait pas sa place là-bas, que quelque chose n'allait pas. Personne ne le croyait. Il fit une pause. La main de Kevin se serra plus fort. J'ai rencontré ce garçon. J'ai écouté. J'ai suivi la trace qu'il a laissée avec ses larmes. Et ce que nous avons trouvé. Sa voix se figea, mais il resta stable. Ce que nous avons trouvé, c'est une femme enterrée vivante, une infirmière nommée Claire Dawson, une mère, qui dit la vérité. Un murmure parcourut la foule. Ethan ouvrit le dossier et commença à lire. Résultat de l'autopsie. Ordre DNR falsifié. La déclaration notariée de Maria, la photo du bouquet trouvé dans la poubelle. Il les lisait comme les Écritures. Quand il eut fini, il n'y eut pas d'applaudissements, seulement le silence, celui qui survient quand quelque chose de lourd atterrit enfin. Puis vinrent les questions. Faibles au début, puis plus nettes. Est-ce vrai? Qui a signé ces papiers? Pourquoi personne n'a rien dit? Walter s'avança et ajusta sa cravate. C'est un regrettable malentendu, dit-il, sa voix s'inscrivant dans un rythme froid et sec. Une tentative de politiser le chagrin personnel. Nous pleurons tous différemment. Mais ne le fais pas, dit doucement Maria. Walter se tourna. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait. Ne prétendez pas que vous ne le saviez pas. J'ai lu le mémo. Vous l'avez signé. Le vent attrapa ses cheveux et les repoussa doucement en arrière. Vous m'avez dit un jour que certaines personnes n'étaient pas censées durer dans des systèmes qu'elles ne pouvaient pas contrôler. Mais Claire ne voulait pas de contrôle. Elle voulait juste protéger ses patients. Vous l'avez détruite pour ça. La mâchoire de Walter se serra. Maria, je t'ai pardonné avant même de savoir ce que je pardonnais, dit-elle.
Mais je ne le ferai plus. Le silence qui suivit n'était pas vide. C'était plein de comptes à rendre, de souvenirs, de 1000 petites trahisons que les gens tolèrent jusqu'à ce qu'ils en aient assez. Puis quelqu'un à l'arrière a crié « Vérifiez les autres décès ?» Et une autre voix « Combien d'autres ?» Walter ouvrit la bouche, mais il n'y avait plus rien à dire. L'officier Ross s'avança. « Monsieur Grayson, nous aurons besoin que vous veniez avec nous. » Ce n'était pas une arrestation dramatique. Pas de menottes. Juste un homme qui sort lentement d'une scène sur laquelle il n'a jamais mérité de monter. En croisant Ethan et Kevin, il baissa les yeux sur le garçon. Il y eut une lueur dans son expression. Ni remords, ni peur, quelque chose de plus froid. « Vous ne savez pas par quoi vous avez commencé » a-t-il déclaré. Kevin le regarda, les yeux fixes. « Je n'ai pas commencé » dit-il doucement. « Tu l'as fait. Je ne l'ai tout simplement pas laissé rester caché. » Walter cligna des yeux, stupéfait pendant une seconde. Puis il s'est détourné. La place commença à se vider. Les conversations fleurissaient, urgentes, confuses, déterminées. Mais Ethan restait immobile, regardant Kevin tracer son pied le long d'une fissure dans le béton. « Elle était courageuse » a déclaré Kevin. Elle n'a pas crié. Elle a juste essayé de tenir le coup. Ethan s'agenouilla à côté de lui. « Tu étais courageux aussi. » Kevin secoua la tête. « Non, j'étais juste bruyant. » « Il y a une différence ?» Kevin réfléchit à cela, puis sourit. « Je suppose que non. » De l'autre côté de la place, Maria les observait. Ses yeux étaient mouillés, mais sa colonne vertébrale était droite. Pour la première fois depuis des années, elle ne gardait les secrets de personne, pas même des siens. Elle se dirigea vers eux et s'agenouilla à côté de Kevin. « Ta mère a aidé ma mère une fois, dit-elle. Elle est restée assise avec elle pendant 1 heure après la fin de son service. Ce n'était pas nécessaire. Mais elle a dit, personne ne devrait mourir en se sentant seul. » Kevin la regarda. « Elle n'est pas morte seule. » Maria sourit. « Non, elle ne l'a pas fait. » Ils étaient assis là, tous les 3 femmes, hommes, enfants, chacun portant un morceau de l'histoire de Claire. Et aucun d'eux ne le portait plus seul. Plus tard dans la nuit, dans le cimetière, quelqu'un a laissé une nouvelle pierre tombale, simple, lisse, placée à côté de celle qui était autrefois trop simple. On pouvait y lire « Claire Dawson, mère, infirmière, diseuse de vérité ». Elle n'a pas crié. Elle a juste tenu bon. À côté, une petite caisse en bois était nichée dans l'herbe. À l'intérieur, le dessin de Kevin représentant un arbre, ses racines enroulées doucement autour d'un cœur sous la terre, et une note pliée écrite avec une empreinte soignée d'enfant, « Maman, je t'ai entendu. » Maintenant, eux aussi. La cellule était propre et calme, trop calme pour un homme comme Walter Grayson. Les murs étaient pâles, la lumière au-dessus vacillait comme si elle ne pouvait pas décider si elle devait rester. Il était assis au bord d'un lit étroit, les mains posées sur ses genoux, comme s'il attendait toujours que quelqu'un ouvre la porte et lui explique que tout cela n'était qu'un malentendu. Personne n'est venu. Le silence n'était pas une punition. C'était une réflexion. Et dans cette réflexion, tout ce que Walter avait passé sa vie à construire lui revenait non pas comme des triomphes, mais comme des ombres, des noms sans chaleur, des applaudissements sans signification, un pouvoir qui disparaissait dès que les gros titres tournaient. Pour la première fois depuis des années, il n'était qu'un homme assis sur une chaise. La détective Janice Oley était chargée de sa déclaration. Fin des années 50, cheveux méchés argentés tirés en un chignon sans fioriture. Elle n'a pas adouci sa voix. Elle ne s'est pas précipitée. Elle posa le dossier sur la table en métal et tapota 2 fois son stylo. « Tu savais, dit-elle. » Walter regarda ses mains. « Vous n'avez pas pris les décisions dans la panique, a-t-elle poursuivi. Ils ont été calculés. Les faux documents, les pressions exercées sur le coroner, les paiements, les emails que vous avez supprimés et ceux que votre femme a conservés. » Walter ne broncha pas. « Je veux comprendre quelque chose, a déclaré Oley. Pas pour mon rapport, pour moi. » Pourquoi elle? Pourquoi Claire? Walter leva finalement les yeux. Sa voix était sèche. Elle a posé trop de questions. C'est ce que font les infirmières, a déclaré Oley. Ils posent des questions quand quelque chose ne va pas. Il regarda devant elle. Elle m'a regardé, dit-il. La nuit où elle a disparu, elle ne m'a pas accusé. Elle n'a pas crié.
Elle avait juste l'air de voir à travers moi, comme si elle savait déjà ce que j'avais fait. Vraiment, demanda Holly. Il n'a pas répondu. Elle fit glisser une photo sur la table. La nouvelle pierre tombale de Claire. Celui que la ville a placé à côté de la tombe qu'il avait trahi. Walter le regarda, la bouche serrée. Ils vont faire d'elle quelque chose qu'elle n'était pas, dit-il doucement. Non, a déclaré Holly. Ils se souviendront d'elle pour ce qu'elle était, et de vous, pour la raison pour laquelle vous avez essayé de la faire disparaître. Ses doigts se formèrent lentement en poing. Vous ne savez pas ce que cette ville fait aux hommes qui tombent. Elle croisa son regard. Je n'en ai pas besoin. Je sais ce que cela fait aux femmes qui se tiennent debout. Maria est venue une fois. Elle ne portait pas de noir. Elle ne s'est pas assise. Elle se tenait derrière la vitre, les bras croisés et le cœur tremblant. Walter décrocha le combiné du téléphone. Maria hésita, puis souleva la sienne. Elle n'a rien dit. Il s'éclaircit la gorge. Tu es venu. Sa voix était un fil. Je voulais voir ton visage. Pas celui que tu portais au gala. Le vrai. Le sourire de Walter était amer. Déçu? Non, dit-elle. Pas surpris non plus. C'est ça la tragédie, n'est-ce pas? Il détourna le regard. J'ai tout construit pour nous. Vous l'avez construit pour vous-même, répondit-elle. Tu m'as juste traîné pour la vue. Il ferma les yeux. Est-ce que tu me détestes? Les yeux de Maria s'adoucirent, mais pas par pitié. Non, dit-elle. Je te plains, parce qu'à un moment donné, tu as cru que tu méritais d'être intouchable. Elle se leva. Et maintenant tu le es, mais pas comme tu l'espérais. Il ne la regarda pas partir, mais il sentit la pièce se rétrécir. Le procès a été rapide. Les preuves sont hermétiques, email, enregistrement, témoignages. La ville qui autrefois applaudissait Walter en trinquant l'observait désormais derrière les journaux et les stores tirés. Le prononcé de la peine a eu lieu par une matinée grise, du genre à faire penser à la pluie, même lorsqu'elle ne tombait pas. Ethan était là. Kevin aussi. Il était assis au fond, les petites mains jointes, les yeux fixes. Lorsque Walter se leva pour parler, le silence régna dans la pièce. Il s'éclaircit la gorge. Son costume ne lui allait plus comme avant. Sa voix, bien que toujours douce, était légèrement craquelée. Je n'attends pas de pardon, a-t-il déclaré. Je demande seulement que les gens se souviennent. Je n'ai pas toujours été comme ça, peut-être, dit Ethan en se levant. Mais vous l'avez choisi. Chaque dissimulation, chaque signature, chaque fois que vous avez vu quelqu'un de plus faible et décidé qu'il était jetable. Walter regarda le garçon à côté de lui. Vous avez fait d'un enfant votre adversaire. Kevin n'a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Le marteau du juge est tombé. 27 ans. Pas de libération conditionnelle pour les 12 premiers. Walter cligna des yeux une fois, puis baissa la tête. À l'extérieur du palais de justice, le soleil a finalement fait son apparition. Ethan et Kevin se dirigèrent vers les marches, où ils avaient laissé un sac en papier, l'endroit où le premier dessin avait été trouvé. Kevin s'est assis. C'est fini, il a demandé. Ethan inspira. Le pire, c'est que le reste prendra du temps. Kevin hocha lentement la tête. Il avait l'air triste. Ethan pencha la tête. Walter? Wade, dit Kevin. Pas désolé. Juste vide. Ethan passa un bras autour de son épaule. Certaines personnes portent le poids de ce qu'elles ont fait. D'autres portent le poids de ce qu'elles ont refusé d'être. Kevin leva les yeux. Lequel es-tu? Ethan sourit, essayant de n'être ni l'un ni l'autre, essayant juste d'être présent. Le garçon se pencha vers lui. En arrière-plan, des gens passaient. Certains l'ont remarqué, la plupart non. Mais dans ce petit coin du monde, deux vies avaient changé de forme. Non pas par vengeance, non par victoire, mais par vérité. Parlé, vécu et entendu. La pièce était petite, en béton, stérile, le genre d'espace conçu pour contenir ce que personne ne voulait voir. Walter Grayson était assis seul, face à une table en acier. Ses mains étaient encore fortes, mais elles avaient cessé de saisir les objets avec certitude. Il regarda le sol, non pas parce qu'il avait honte, mais parce qu'il n'y avait plus rien à admirer. La porte s'ouvrit, des pas doux et mesurés.
Ethan entra. Pas de garde, pas de bruit, juste deux, comme cela aurait dû être. Loin des microphones, loin d'une salle d'audience, loin des scripts raffinés que chacun avait portés comme de la peau. Walter n'a pas levé la tête. « Je pensais que tu viendrais, dit-il. »« Je ne l'ai presque pas fait, » répondit Ethan. « Mais il y a une chose que j'avais besoin de dire et une chose que j'avais besoin d'entendre. » Walter expira lentement et régulièrement. « Tu as eu ce que tu voulais. » Ethan s'approcha. « Non, je ne voulais pas que tu sois derrière les barreaux. Je voulais que Claire rentre chez son fils, mais je ne pouvais pas lui donner ça, alors je lui ai dit la vérité. » Walter leva finalement les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang, fatigués d'une manière qu'Ethan reconnaissait non pas à cause du manque de sommeil, mais à cause d'une vie qui s'était effondrée sous son propre poids. « C'était une bonne infirmière, » dit doucement Walter. « Trop bien. » Ethan s'assit en face de lui. « Est-ce que c'est votre aveu? » « Non, dit Walter. C'est mon regret. » Ethan se pencha en avant. « Alors dites la vérité, dans son intégralité, non pas parce que cela vous libérera, mais parce que quelqu'un là-bas, quelqu'un de petit et effrayé et qui apprend encore à faire confiance, a besoin de savoir à quoi ressemble la justice lorsqu'elle est prononcée par celui qui l'a brisée. » Walter cligna des yeux. Puis finalement, il commença. « Elle est venue me voir, a-t-il déclaré, pas avec des menaces, ni avec des exigences, juste avec ses notes, son petit cahier à spirale. Elle a dit, je pense que quelqu'un fait des erreurs et fait du mal aux gens. » Il rit une fois, amer et doux. « Des erreurs? C'est comme ça qu'elle appelait ça. » Elle n'en avait aucune idée. Elle avait toutes les idées, corrigea doucement Ethan. Elle a simplement choisi de ne pas en faire une arme. Walter se frotta le front. Je pensais que si je la payais, elle reculerait. Mais elle ne voulait pas d'argent. Elle voulait des comptes. C'est à ce moment-là que j'ai su. Tu savais quoi? Qu'elle ne s'arrêterait pas. Et si elle ne s'arrêtait pas, d'autres pourraient commencer. Tout cela pourrait s'effondrer. Alors tu l'as enterrée, dit Ethan. Walter tressaillit. Je ne voulais pas la tuer. Tu voulais la faire taire. Walter hocha la tête. Elle n'était pas censée se réveiller. Le silence remplit la pièce comme une marée. Ethan baissa les yeux sur ses mains. Elle a griffé l'intérieur de ce cercueil. Le saviez-vous? Les yeux de Walter ne se remplissaient pas de pitié, mais de la douleur crue des conséquences. Elle était toujours en vie, dit Ethan, d'une voix faible mais ferme. Et tu savais quelle pourrait l'être. Tu n'as tout simplement pas attendu assez longtemps pour le découvrir. Murmura Walter. Je n'ai pas attendu du tout. Ethan ferma les yeux. C'était là. Pas de rédemption. Pas d'excuse. Juste la vérité. Nu, meurtri et en retard. Walter s'essuya le visage du revers de la main. Je l'entends parfois la nuit. Je ne crie pas, dit-il. Respiration. Ethan le regarda. Elle n'a pas crié. Elle a tenu bon. Walter laissa cela s'installer dans sa poitrine comme un poids. J'ai tout gâché. Ethan se leva. Non, tu n'as pas tout gâché. Juste les parties qui auraient pu compter. Il se tourna pour partir, mais fit une pause. Je ne suis pas venu ici pour te pardonner. Ce n'est pas à moi de le donner. Mais je suis venu pour te dire ça. Elle gagne. Walter cligna des yeux. Chaque fois que son fils rit, elle gagne. Chaque fois que quelqu'un prononce son nom avec révérence au lieu de honte, elle gagne. Vous ne l'avez pas effacé. Vous l'avez rendu inoubliable. Ethan fouilla dans la poche de son manteau et posa quelque chose sur la table. Un dessin. Celui de Kevin. Un arbre dont les racines s'enroulent doucement autour d'un cœur. Walter baissa les yeux. Sa main flotta, puis descendit lentement pour toucher le papier. Pendant un instant, il se contenta de regarder. Ethan se dirigea vers la porte, l'ouvrit à moitié, puis jeta un coup d'œil en arrière. « Vous avez dit qu'elle posait trop de questions, dit-il. Cela n'a jamais été le problème. » Walter leva les yeux. « Le problème, dit Ethan, c'est que vous aviez trop de réponses et qu'aucune d'entre elles n'était honnête. » Il laissa la porte ouverte derrière lui et, pour la première fois, Walter Grayson ne se précipita pas pour la fermer. Il resta simplement assis là, le dessin sous les doigts, et laissa le silence répondre.
La maison avait 2 chambres, une balançoire et un porche orienté à l'ouest, où le ciel semblait toujours s'adoucir avant qu'il ne fasse noir. Ethan l'avait trouvé après le procès, niché dans une rue calme qui sentait le chèvrefeuille au printemps. Ce n'était pas grand, mais ce n'était pas nécessaire. Il suffisait de se sentir en sécurité. Et pour la première fois depuis très longtemps, ce mot n'était pas un fantasme. C'était une décision. Kevin a emménagé 2 semaines plus tard avec une seule valise, un carnet de croquis et un ours en peluche qui n'avait plus de nom, seulement des souvenirs. Il n'a pas appelé Ethan papa. Pas encore. Mais il n'hésita plus quand Ethan lui tendit la main. C'était en quelque sorte un début. Chaque matin, ils préparaient le petit déjeuner ensemble, des crêpes le dimanche, des toasts et des fruits les jours d'école. Kevin a insisté pour couper les fraises lui-même, même si cela signifiait que les morceaux étaient inégaux. Elle me laissait faire ça, dit-il un jour en essuyant le jus de ses doigts. Ma mère, elle disait que ce n'est pas grave s'ils sont un peu en désordre. C'est comme ça que les bons ont le goût. Ethan sourit et hocha la tête. Il ne s'est pas précipité pour répondre. Il apprenait à laisser place au silence, celui qui ne blessait pas, mais qui permettait aux souvenirs d'atterrir en douceur. Parfois, la guérison ressemblait à une cuisine tranquille, à un couteau bien aiguisé et à un garçon se souvenant de fraises. Il visitait le cimetière une fois par semaine. Non pas parce que Kevin en avait besoin, mais parce qu'il voulait qu'elle sache qu'il allait bien. Il apportait toujours quelque chose de différent, une pomme de pin, un dessin, un ruban, et même une fois une note pliée si serrée qu'Ethan ne pouvait pas la lire. Mais il vit Kevin le presser contre la pierre tombale comme un secret transmis entre les mondes. Lors d'une de ses visites, Kevin s'est assis à côté de la pierre et a déclaré « Je ne rêve plus d'elle comme avant ». Ethan lui jeta un coup d'œil. « Est-ce que ça te rend triste ?» Kevin réfléchit un instant. « Non. Je pense qu'elle rêve peut-être de moi maintenant. » À l'école, Kevin a recommencé à dessiner. Pas seulement des cœurs et des étoiles, mais des scènes entières, des forêts, des gens, des maisons faites de lumière. Son professeur a appelé Ethan un après-midi. Il est calme, mais gentil. Et quand un autre élève a pleuré la semaine dernière, Kevin s'est assis à côté de lui pendant 20 minutes et n'a pas dit un mot, il est juste resté. Ethan sourit au téléphone. Cela ressemble à sa mère. Le printemps est arrivé. Le porche était fleuri de pots que Kevin avait aidé à planter. Ethan lui montra comment pincer doucement les feuilles mortes. Tout ce qui semble perdu ne l'est pas vraiment. Il parlait davantage désormais, non seulement du passé, mais aussi de ce qui allait suivre. Puis-je être quelqu'un de différent ici ? Kevin a demandé une fois. Ethan leva les yeux du lit du jardin. Différent de quoi ? Que le garçon qui a tout perdu. Ethan se leva et s'essuya les mains. Vous n'êtes pas obligé de cesser d'être lui. Vous pouvez simplement grandir autour de lui. Kevin hocha lentement la tête, comme un arbre avec une cicatrice. Exactement comme ça. Un soir, alors qu'il rangeait la vaisselle, Ethan trouva un morceau de papier plié sur le comptoir de la cuisine. C'était l'écriture de Kevin. Tu n'as pas à avoir peur que je parte. Je sais que tu ne le feras pas. Nous sommes tous les deux restés. Ethan s'assit et regarda longuement la note. Puis il la plaça dans le tiroir du haut, à côté de la vieille montre de sa mère et de la nécrologie de Claire, celle qu'il avait lui-même réécrite, en commençant non pas par la façon dont elle était morte, mais par la façon dont elle avait vécu. Parfois, au crépuscule, Ethan s'asseyait sur le porche avec une tasse de café et regardait Kevin se balancer sous le chêne, les cheveux emmêlés par le vent, les rires montant comme quelque chose de récupéré. Les voisins passaient, hochaient la tête, faisaient signe. Quelques-uns connaissaient l'histoire. La plupart ne l'ont pas fait. Mais rien de tout cela n'avait d'importance parce que parfois les vies les plus extraordinaires sont cousues ensemble par des après-midi ordinaires, par de petites mains, par une grâce tranquille et par la façon dont 2 personnes peuvent reconstruire à partir des décombres sans jamais avoir à dire « je suis brisé ». Ils continuent simplement à apparaître ensemble. Une nuit, alors que le soleil tombait lentement sur le plancher, Kevin arriva dans la chambre d'Ethan avec une couverture. « Puis-je dormir ici ce soir ?» Ethan ouvrit les couvertures. Bien sûr. Ils gisaient côte à côte dans le doux silence du soir, le ventilateur tournant doucement au-dessus. Après un long silence, Kevin murmura « Penses-tu qu'elle aimerait être ici ?» La voix d'Ethan se fit entendre. « Je pense qu'elle se sentirait en paix ici. » Kevin hocha la tête. « Moi aussi. » Quelques minutes passèrent.
Puis Kevin s'est retourné et a murmuré encore une chose, si doucement qu'Ethan n'était pas sûr de l'avoir imaginé, mais c'était réel. « Bonne nuit, papa. » Ethan n'a pas répondu tout de suite. Il attrapa simplement la main du garçon sous la couverture, la tint comme quelque chose de sacré et laissa le silence dire tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Dans le calme qui a suivi tout le procès, les gros titres, les vagues d'indignation qui s'estompent, la vie n'est pas revenue à la normale. Il a plutôt choisi de devenir quelque chose de nouveau. Les gens ont commencé à regarder de plus près les dossiers, les mères, les infirmières silencieuses qui ne demandaient jamais d'applaudissements mais témoignaient tous les soirs. Certains ont écrit des lettres à d'anciens collègues. Certains ont visité des tombes qu'ils avaient longtemps évitées. D'autres, pour la première fois, écoutaient quelqu'un murmurer « quelque chose ne va pas ». Et Kevin, maintenant un garçon avec des yeux plus stables et des rêves plus calmes, a déclaré un jour sur le porche « Je ne veux pas que ce qui lui est arrivé soit la fin ». Ethan hocha la tête. Ensuite, nous continuons à raconter son histoire. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est important. Ce qui a commencé comme la voix tremblante d'un enfant dans un cimetière est devenu quelque chose de plus grand, d'inébranlable. La vérité, une fois enterrée, ne meurt pas. Ça attend. Et quand il se lève, il nous demande quelque chose, regarder, écouter, croire les plus silencieux. Parce que quelque part, même maintenant, il y a un autre Kevin, une autre Claire, un autre silence qui doit être brisé par la gentillesse, par le courage ou par quelqu'un qui refuse tout simplement de s'éloigner. Et c'est peut-être la justice la plus puissante de toutes. Non pas ce qui est puni, mais ce qui est vu, élevé et enfin aimé. Dans le calme qui a suivi le procès, les comptes publics, la reconstruction tranquille, quelque chose de plus doux a commencé à grandir. Pas de justice, mais de compréhension. Parce que des histoires comme celle de Claire ne se terminent pas dans les salles d'audience. Ils continuent dans les couloirs des hôpitaux, dans les orphelinats, dans les coins négligés où quelqu'un a encore trop peur pour parler et où quelqu'un d'autre doit avoir le courage de rester et d'écouter. Ethan a dit un jour, la vérité n'est pas bruyante. Elle est patiente. Et quand on l'entend enfin, il ne crie pas. Il demande. Il nous demande de prêter attention aux gentillesses invisibles, aux doux avertissements, à l'enfant tranquille qui en sait plus qu'il ne devrait, à la femme qui a osé dire « ce n'est pas bien ». Même si personne n'était prêt à la croire. Ce n'est pas seulement l'histoire de Claire. Il appartient à chaque femme qui a été réduite au silence, à chaque soignant qui est passé inaperçu, à chaque aîné à qui on a fait confiance et qui a été trahi, et à ceux d'entre nous qui sont encore là pour se souvenir, pour changer les choses et pour dire la vérité. Donc, si vous vous êtes déjà senti ignoré, vous n'êtes pas seul. Et tu ne l'as jamais été. À toutes les femmes qui nous regardent, en particulier celles d'entre vous de plus de 65 ans qui ont porté des générations sur leurs épaules, qui ont élevé des enfants et gardé des familles unies alors que le monde se détournait. Nous vous voyons. Nous honorons votre force, votre douceur, vos histoires. Êtes-vous déjà resté silencieux alors que votre cœur criait la vérité? Qu'est-ce qui vous a donné le courage de parler enfin ou de continuer? J'aimerais entendre votre voix dans les commentaires ci-dessous.